Nous nous retrouvons et pour parler bien sûr de ce 41e jour de guerre en Ukraine, une journée marquée par la prise de parole de Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité à l'ONU. Merci Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense. Merci général Olivier de Barinkoff de nous avoir rejoint, ancien chef d'état-major de l'OTAN. Gilles Montré, le diplomate, ancien diplomate à l'ambassade de France à Moscou. Et Masha Kondakova, cinéaste ukrainienne. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Je vous propose qu'on écoute Volodymyr Zelensky s'est exprimé donc devant l'ONU aujourd'hui. Vous pouvez faire deux choses. Évincer la Russie comme agresseur de la prise des décisions qui bloquent les décisions relatives à cette guerre. Et ainsi, nous pourrions rétablir la paix. Ou bien, vous pouvez aussi montrer les voies de la réforme du système pour travailler pour le bien de la paix. Et s'il n'y a plus d'issue, eh bien, il y a une dissolution automatique. Je suis persuadé que vous allez choisir la bonne décision. Voilà, et puis dans cette même enceinte, la réponse de l'ambassadeur de Russie à l'ONU qui revient sur ce qu'on a appelé un peu les déportations, c'est-à-dire l'emprisonnement et l'envoi d'habitants, par exemple de Mariupol ou d'autres villes, vers la Russie. Écoutez sa réponse. Nous avons pu sauver 123 500 personnes en direction du Donbass. Plus de 620 000 personnes ont été évacuées et sauvées depuis le début de cette opération. Il ne s'agit pas du tout de déportation, mais il s'agit de la décision libre des personnes sauvées. Et cela est prouvé par les documents. Voilà, donc on voit bien l'échange qui a eu lieu à l'ONU. Ça sert à quoi une séance comme ça à l'ONU aujourd'hui, au lendemain du massacre de Boutcha? Alors là, on vient de voir l'ambassadeur russe. Il y a un autre passage qui est particulièrement glaçant. Vous savez, il vous fait un lapsus et il dit à un moment, il n'y avait pas, parce qu'on est dans la désinformation complète des Russes, il n'y avait pas de cadavre avant l'arrivée des Russes à Boutcha. Puis il dit non, en fait, avant le départ des Russes à Boutcha. Et on se rend compte, voilà, de cette espèce de discours glacé, glacial, de déni, dont est très familière la diplomatie russe et avant elle soviétique. Alors pour Zelensky, lui, c'est plutôt l'anti-diplomate. Depuis le début du conflit, il aime appuyer là où ça fait mal. Il aime dire à ses alliés, aux autres organisations, qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit à l'Union européenne, vous n'êtes pas assez impliqués, vous ne parlez pas d'une seule voix. Il aime bien nommer les États en disant, voilà, la Hongrie ne fait rien, l'Allemagne, la France, vous n'êtes pas assez engagés. Et l'OTAN, il l'a bien sûr critiqué aussi. Et là, il dit à l'ONU, écoutez, en fait, l'ONU ne fonctionne pas. L'ONU ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné avec ce système-là. Vous vous souvenez quand il est venu devant le Congrès américain, à la surprise d'ailleurs des représentants et des sénateurs américains, il avait fait une proposition. Il avait dit il faut revoir complètement la sécurité collective internationale. Je vous propose de créer une union des pays responsables pour la paix. En disant mais arrêtons de nous laisser bloquer par un Conseil de sécurité dans lequel des gens qui ne veulent pas la paix peuvent empêcher l'organisation d'agir, reconstruisons complètement la sécurité collective. Alors évidemment, on n'est pas dans ce timing-là. En ce moment, on est vraiment en train d'essayer de trouver une solution pour cette guerre qui est tous les jours plus horrible. Mais Zelensky a cette capacité aussi de se hisser au niveau de l'histoire et de dire ce qui ne va pas. De la diplomatie internationale. Exactement, pour envoyer des messages. Didier François. Malheureusement, le problème pour Volodymyr Zelensky, il est à la fois un chef de guerre, un chef de résistance, et qui a vraiment galvanisé son peuple et réussi à protéger son pays. On le voit avec la libération des faubourgs de Kiev, quand même, qui ont été obtenus grâce à la résistance de son armée, de ses brigades territoriales, de sa population. Et dans le même temps, il avait eu la force d'être un véritable diplomate, au sens où il avait tendu la main aux Russes depuis le départ. Il a accepté sans condition des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous à Gomel, en Turquie, en visioconférence. Il a dit qu'il était prêt à discuter du statut de l'Ukraine, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a d'abord
une armée russe qui n'a pas réalisé ses buts de guerre, qui n'a pas pris les territoires qu'elle réclame, et qui en plus commet des massacres, qui fait que comment va-t-il devant son peuple demander que finalement il y ait un accord qui puisse être signé sans passer pour un traître? Aujourd'hui, le problème, c'est que Vladimir Poutine, avec ce que viennent de faire ses soldats dans le nord de l'Ukraine, est en train de mettre en l'air toutes les capacités de compromis qu'ont les Ukrainiens. Bien sûr, bien sûr. Alors, un mot là-dessus. On a eu des images satellites américaines aujourd'hui qui ont démontré que les corps à Boutcha étaient déjà dans les rues, alors que l'armée russe était encore sur place. Et donc, ce n'est pas la version russe qui était donnée d'une forme de mise en scène par les Ukrainiens de ces massacres, mais bien, selon ces images satellites américaines, d'un massacre opéré par des troupes russes. En plus, excusez-moi, cet ambassadeur russe qu'aujourd'hui il était à l'ONU, aujourd'hui ou hier, excusez-moi, je ne sais pas, à l'ONU, il a dit que en fait, c'est tous les médias de l'Ouest, les Américains, qui inventent les histoires, l'information fausse, et partagent l'information fausse. Sauf que ça a été marqué du ciel, donc on ne peut pas... Encore une fois, il avait une image aujourd'hui incroyable quand ils font les choses avec les images. Aujourd'hui, ça a été passé en vidéo avec une inauguration à quelqu'un, un soldat a été donné une médaille, sauf qu'il a été marqué en nazi sur son chevron. Ça, c'est la télévision russe, c'est ça? Oui, tout à fait, la télé russe, dans 2 minutes. C'était la même image, les mêmes reportages, sauf qu'il était refassé. Il n'y a rien. Post-production. Bienvenue. Alors, Général de Bavinkov, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a une situation qui est plutôt clarifiée autour de Kiev, avec cette découverte de massacres, c'est-à-dire quand on a la libération de villes occupées, ce qu'on découvre après. Et peut-être même d'autres choses qu'on va découvrir dans les jours qui viennent. Mais on a aussi l'avertissement de l'ONU, qui aujourd'hui, par la voix de son secrétaire général, on va l'écouter, dit, en fait, les forces vont être concentrées vers l'Est, et une grande offensive va être lancée vers le Donbass. C'est bien ce qui peut se préparer. Oui, c'est ce qui est en train de se préparer, mais il faut toujours essayer de recadrer ce qui s'est passé depuis le début, parce que je pense qu'on assiste effectivement à un tournant dans cette guerre, et ce tournant est un tournant qui est probablement un tournant assez majeur. Le premier, c'est que l'armée russe n'a jusqu'à présent atteint aucun de ses objectifs. C'est un échec patent. Le gros des forces russes était vraiment au nord, à attaquer depuis la Biélorussie. On se souvient qu'ils ont mis beaucoup de temps pour avancer et pénétrer. On se souvient des images du convoi et on voit qu'ils sont sortis prestement, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'ils sont sortis sous la contrainte et sous la pression des armées ukrainiennes qui les repoussaient vers le nord. Là-dessus, il y a ce massacre probable aujourd'hui qu'il y a toutes les apparences d'un massacre de civils qui s'est produit. Pourquoi s'est-il produit? Pour plusieurs raisons, malheureusement, qui sont souvent des raisons documentées. Et bien sûr, il faut être assez prudent parce que, certes, il y a les images satellites, mais il y aura évidemment des investigations, les médecins légistes. Ce soir, le président Macron a proposé d'envoyer une commission d'enquête supplémentaire pour documenter justement ce massacre et d'autres. Voilà, on aura une traçabilité assez précise de ce qui s'est passé. On va faire coïncider les morts avec les dates. On va voir les raisons et les circonstances de la mort de chacun de ceux qui ont été trouvés ou de celles qui ont été trouvées dans ces charniers. Tout ça va faire l'objet d'une documentation qui va être relativement précise. En fait, on s'aperçoit que très souvent, ces massacres sont dus à des choses qui doivent nous interpeller. La première, c'est que c'est souvent le fait d'armées qui sont mal commandées, très mal commandées, très mal encadrées, sauvages, violentes. Une armée digne de ce nom, il peut y avoir des bavures, mais très rapidement, l'encadrement de contact, les officiers, les lieutenants, les capitaines reprennent les choses en main et interdisent les débordements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que très probablement, c'est le fait d'une armée qui retraite et qui se venge évidemment sur les personnes les plus innocentes. Et donc, il y a une certaine logique à ce que nous avons aperçu. Et donc, ça démontre une forme de fragilité, une forme de faiblesse, ce spectacle-là. Et c'est souvent le fait également, c'est le troisième point, je crois dans l'histoire, on le regarde, j'ai un peu consulté aujourd'hui pour me demander où ça s'était produit, c'est le fait de forces qui ont peur. Et sous l'influence de la peur, elles se mettent à commettre des choses qui sont tout à fait hors normes. Alors, sur ce constat, à savoir un échec absolu de la stratégie russe, on assiste aujourd'hui à un désengagement du front nord qui était le plus important et on imagine que demain,
ces forces vont être translatées vers le sud, vers l'est, vers le Donbass, pour être réengagées. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On ne translate pas. Vous avez vu le temps qu'ont mis les Russes pour pénétrer, le temps qu'ils ont mis pour se désengager, ça fait 5-6 jours ou à peu près qu'ils se désengagent sur une distance relativement brève. Il va falloir se recompléter, il va falloir se réorganiser, il va falloir probablement combler les pertes, remettre en état les matériels. Je n'imagine pas, mais je le dis sans être sur le terrain, donc c'est beaucoup plus simple, je n'imagine pas qu'un réengagement opérationnel de ces unités qui ont été désengagées au nord puisse survenir avant la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine d'après. Minimum. Et au plus tôt. Au plus tôt. Au plus tôt. Écoutons le secrétaire général de l'OTAN qui justement prévoit ce redéploiement vers le sud-est. Alors il ne donne pas de délai évidemment, mais c'est ce qu'il anticipe. Il se tourne vers l'est et dans les semaines qui viennent, nous nous attendons à une poussée russe à l'est et au sud de l'Ukraine pour essayer de s'emparer de l'intégralité du Donbass et pour avoir une tête de pont ainsi. Il s'agit donc d'une phase cruciale dans la guerre. Les Alliés sont déterminés à offrir un soutien supplémentaire à l'Ukraine, y compris des armes anti-chars, des systèmes de défense aérienne et d'autres équipements. Des systèmes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps Alors, où on sait que ça va se passer, que c'est en train de se réorganiser? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a une course de vitesse dans la réorganisation entre les Russes, qui eux vont passer par le grand cercle extérieur, et donc ça leur prend plus de temps, et les Ukrainiens, qui eux aussi vont redéployer une partie de leur dispositif, mais sur le cercle intérieur. Donc ils ont l'avantage... Ils vont partir de la région de Kiev pour certains, Voilà, par et exemple, ils vont aller vers le Donbass. Typiquement, la première brigade blindée qui défendait Kiev. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer chez les Ukrainiens, c'est qu'ils gardent autour de Kiev les défenses territoriales et les réserves, et les forces de l'armée régulière commencent déjà à faire mouvement en direction de l'Est, ce qu'on appelle prêt en mesure 2, pour pouvoir aller renforcer. Il y a deux noms de villes qu'il faut avoir en tête pour les prochaines semaines, qui est Izium, que vous voyez là-haut, et un peu en dessous d'Izium. Donc Izium, c'est la dernière, c'est une ville qui a été prise par les Russes et où c'est d'où part l'offensive nord-sud. L'idée étant de couper les arrières des défenseurs ukrainiens qui sont en face de Donetsk. Et on verra ensuite que Mariupol, il y aura aussi certainement une tentative sud-nord, mais ça va là aussi prendre quelques jours. Et donc Izium, c'est important, c'est là que vont arriver les renforts au fur et à mesure pour essayer de faire cette sortie. Et derrière, donc en face de Donetsk, il y a une autre ville qui s'appelle Kramatorsk, et qui est aujourd'hui la ville où le quartier général de l'armée ukrainienne s'est installé en 2014. C'est là... Enfin, je connais voilà. Tout à fait. Et c'est là que s'organise aujourd'hui la défense. Donc on va voir ces deux centres de gravité qui vont être Izium pour les Russes, Kramatorsk pour les Ukrainiens. Et cette espèce de course de vitesse, puisque vous voyez bien que les Russes qui partent de Kiev, il faut qu'ils fassent le tour par le côté rouge. Donc c'est plus grand que les Ukrainiens qui partent de l'intérieur et qui doivent faire le tour par le côté vert. Donc c'est un peu leur force. Mais après, le problème qu'ils vont avoir, c'est que pour déployer... Là, on sera sur des endroits qui sont beaucoup moins faciles à défendre parce que c'est de la plaine. Et là, le problème, c'est qu'il va y avoir C'est pour ça que l'enjeu des chars est aussi important et aussi demandé par les Ukrainiens. Ça devient un enjeu vraiment important dans ce dispositif-là, avec un risque pour les Ukrainiens, c'est qu'ils sont plus loin de leur base et que l'aviation russe est assez présente dans cette zone-là, et que pour des chars, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça va être ça les grosses questions. On n'a pas de réponse à ce stade, enfin, le général... Non, j'ai pas de réponse différente de ce que tu viens de dire. Je pense que sur Kramatorsk, d'abord, on retrouve les lieux emblématiques de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, entre la Wehrmacht et l'Armée rouge. C'est vraiment les lieux emblématiques. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir à la fois les axes de pénétration, les zones de front, les zones d'affrontement. Il y a un livre assez remarquable d'un historien qui a sorti les batailles de Kharkov. Et j'ai passé le week-end à regarder ça parce que tout compte fait, j'avais un peu oublié mes classiques en la matière. J'ai trouvé ça très impressionnant. Mais là, ce que les Russes vont découvrir, et ce qu'ils ont déjà commencé à découvrir, c'est qu'ils s'aventurent
dans des zones industrielles. Kramatorsk, Oui. c'est une des plus grandes usines de sidérurgie d'Ukraine. C'est la deuxième ou la première usine d'un complexe sidérurgique considérable. C'est autant de môles défensifs qui sont extraordinairement équipés et qui vont permettre de ralentir les forces russes. C'est véritablement des zones qui sont très difficiles à prendre et à saisir. On ne rentre pas dans des zones industrielles aussi puissantes d'industrie lourde en imaginant que les choses peuvent tomber en quelques jours. La preuve, c'est Mariupol, où aujourd'hui encore, Bien sûr. deux grosses usines Bien sûr. que sont Azovstal et Ilyushina sont encore tenues par la résistance Alors, du point ukrainienne. de vue des Occidentaux, qu'est-ce qui est attendu par les Ukrainiens aujourd'hui face à ce qui est en train de se préparer? Ouais, bah, par exemple, mon ami qui est à Kiev, un acteur, je ne vais pas donner son nom, il cherche où trouver la protection pour les genoux parce qu'il est dans la défense territoriale à Kiev. Et déjà, son frère avec sa copine, ils sont dans le médecin technique, en fait. Et ils aident, c'est vraiment à côté d'Irpin et de Boutcha, dans ce côté-là, en fait, dans le nord. Et aujourd'hui, ils demandent... C'était les banlieues chics un peu de Kiev, hein, si on essaye, enfin, des quartiers chics. Complètement. Et là, il demande est-ce que quelqu'un sait où acheter parce que, genre, est-ce que c'est toujours ouvert ou fermé, tel magasin. Et donc... Est-ce qu'ils recommencent à vivre un peu normalement? C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, on essaye de se réhabituer. Par exemple, lui, il dort toujours à Kiev, donc par exemple, son frère, il est tous les temps dans la forêt, c'est ce qu'il dit. Parce que, et en fait, en plus, la forêt, il y a beaucoup de mines. Par exemple, mon père, il habite juste, il a deux pas de forêt où j'ai grandi. Et quand je pense aujourd'hui que il y a plein de mines, voilà, ça me brise le cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mon père, qui est professeur à l'université, il est physicien, il m'a dit qu'aujourd'hui, il avait 2 cours en Zoom. Donc, ils ont repris, c'est ça la résistance aussi intellectuelle, je veux dire, parce qu'ils continuent de se battre d'une manière qu'il faut donner continuer l'éducation, il faut continuer la vie, malgré la guerre qui continue. Et par exemple, en profitant de cette pause, je parle que de mes amis. Et il y a d'autres groupes de cinéastes qui sont à Odessa en ce moment, qui filment là-bas. Mais ils se regroupent, ou ils se renforcent d'une manière très, très modeste, mais comme ils peuvent. Alors, on va écouter une interview exclusive qui a été accordée à Darius Rojbin par le porte-parole du Kremlin. On va vous passer un extrait. Cette interview, elle sera diffusée demain à 17h en intégralité. Il s'agit de Dimitri Peskov. C'est le porte-parole personnel de Vladimir Poutine, qui a donné une interview sur CNN seulement, mais dont la parole est à prendre très au sérieux. C'est une exclusivité LCI. Regardez cet extrait. Maintenant, on voit que M. Zelensky est le président de l'Ukraine. Et s'il doit y avoir une négociation entre les délégations russes et ukrainiennes, il faudra qu'il y ait une rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky au plus haut niveau. Beaucoup ont dit que vous vouliez tuer le président Zelensky. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Et le renverser? Non plus. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne parlons pas d'occupation de l'Ukraine. Vous l'aviez traité quand même de drogué et de nazi. C'est pas la manière la plus probable de chercher à négocier avec quelqu'un. Eh bien, nous avons beaucoup de journalistes qui étudient ces discours. C'est le président de l'Ukraine, mais nous ne savons pas ce qu'il utilise. Nous ne savons pas ce qu'il boit, nous ne savons pas ce qu'il fume. C'est le président de l'Ukraine et nous sommes intéressés par le fait qu'il accepte les conditions de la Fédération russe qui lui ont été notifiées clairement par la délégation russe. Nous voulons, par la négociation, mettre fin à l'opération militaire. Monsieur Peskov, vous avez dit notre but n'est pas d'occuper l'Ukraine. Ce sont des mots qui pèsent lourd. Est-ce que ça signifie, par exemple, que vous avez renoncé définitivement à occuper la ville de Kiev? Pour créer des conditions favorables aux négociations, nous avons voulu faire un signe de bonne volonté. Nous pouvons prendre des décisions sérieuses durant les négociations et donc le président Poutine a ordonné à nos troupes d'être retirées de la région.
Voilà, interview exclusive de Dimitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. Donc c'est très intéressant, accordé à Darius Rochebin. C'est quand même des choses importantes, avec du vrai et du faux, parce qu'on a quitté Kiev par geste de bonne volonté. On sait très bien que c'est plutôt pour des raisons militaires et pour des raisons d'échec militaire. En revanche, pour la première fois, on entend un dignitaire du Kremlin dire qu'il peut y avoir une rencontre Zelensky-Poutine. Gilles Montré. Absolument. D'ailleurs, ça avait été dit par la délégation russe après les à échanges, mais ça n'avait pas été confirmé par le Kremlin. Si on se remet dimanche, donc avant la découverte des charniers de Boutcha, on était effectivement, le fil restait très ténu de la négociation, mais on se disait qu'il y avait peut-être un chemin possible, puisque les Ukrainiens eux-mêmes avaient dit qu'il y avait eu un accord sur 5 des 6 points, qu'il n'y avait plus qu'une difficulté sur la Crimée, et que peut-être il y avait là les éléments d'une discussion qui devait reprendre. Simplement, il s'est passé depuis ce qu'on a découvert à Boutcha. La question est, c'est ce qu'on a atteint ou pas un point de non-retour. Et comme disait Didier François très bien tout à l'heure, c'est pas qu'une question de rapport de force sur le terrain. C'est comment Zelensky, qui effectivement depuis le début a refusé une posture exclusivement belliciste, qui a toujours refusé d'accuser les Russes, il accusait Poutine, le Kremlin, il a toujours accepté les négociations. Il était dans une démarche de rechercher un compromis. Comment il peut faire accepter maintenant à sa population, après ce qu'on a vu, des points de compromis qui vont forcément passer par des sacrifices, y compris territoriaux, puisqu'on a bien dit qu'il y avait des points sur la Crimée et sur le Donbass. Mais pourquoi les Russes se lancent-ils dans cette contradiction? Parce que c'est le contraire de ce qu'ils disaient la semaine dernière. Enfin, parce qu'il y a Boutcha? Non. Parce que Boutcha est une très mauvaise image pour leur pays et que ça peut être très grave et même s'ils le dénoncent. Je ne pense pas dans ce que dit Peskov qu'il y ait une évolution de la position russe. Il l'a redit d'ailleurs. Nous avons notifié nos exigences, ça c'était dimanche, à la partie ukrainienne. Et sur cette base-là, il peut y avoir un accord. La différence, c'est comment il peut être validé cet accord. Zelensky a dit quelque chose d'à la fois très courageux et puis surtout de très, très, très intelligent, qu'il fallait que ce soit soumis à référendum des Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. D'abord parce que lui, en interne, il est sous une pression énorme de ses oppositions. Vous avez vu que Timoshenko, très rapidement, a dit « pas d'accord si jamais il y a quoi que ce soit qui touche à la souveraineté totale de l'Ukraine sur tout le territoire ». Vous savez qu'il y a d'autres oppositions. Par ailleurs, lui-même, Zelensky, ne peut pas, compte tenu de ce... Il n'y a pas un Ukrainien qui n'a pas un frère, une sœur, un cousin qui a été touché par le conflit. Donc accepter ce qui sera forcément des points de compromis est très difficile. Donc il a eu cette habileté-là. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a référendum, dans quelles conditions, comment est-ce que les Ukrainiens vont vivre un référendum sur un hypothétique plan de paix, puisqu'on n'y est plus du tout. Oui, on n'y est pas du tout. On n'y est plus du tout. Vu tout ce qui s'est passé, c'est très difficile. Et c'est là que la question se pose à nous, occidentaux. Comment est-ce qu'on peut aider? Quelle perspective positive, c'est difficile à dire de parler de positif dans tout ce qu'on voit en ce moment, mais quelle perspective d'espoir on peut offrir aux Ukrainiens? Il y a bien sûr, on a parlé des garanties de sécurité, mais ça ne suffira pas. C'est presque envie de dire, c'est technique. Il faut que, pour l'Ukraine, une sortie aussi d'espoir de ce conflit, et il n'y a que l'Europe qui puisse l'apporter par cette perspective d'adhésion à l'Union européenne que l'Ukraine a toujours demandé, qu'on a toujours refusé. Je vous rappelle qu'à Versailles, on a pris net poliment de la demande ukrainienne, on a dit merci à la Commission de nous faire un rapport, alors qu'en 1993, quand le mur était tombé, on a été capable de dire aux pays de l'Est et de l'Europe centrale et orientale, vous entrerez dans l'Europe. Ça a mis 10 ans, bien sûr. Il a fallu remplir les fameux critères de Copenhague, politique, économique, l'acquis. Ça a mis 10 ans, mais on a dit tout de suite, vous entrerez. Alors, quand vous écoutez Dimitri Peskov, comment vous réagissez? Pour moi, c'est complètement surréaliste parce que quand il dit qu'ils ne savent pas ce que le président Zelensky boit, et pourtant on mange, et pourtant ils accusent en disant que c'est un drogueur, genre qui utilise les drogues, qui est un narcoman. Mais ça veut dire... Il se contredit, c'est un sketch en fait pour moi parce qu'il y a un mensonge sur le mensonge. En plus, ils ont dit, je regardais les nouvelles russes aujourd'hui, le journal, ils ont dit que les gens avec un ruban blanc qui sont les victimes de massacres sur les rues de Boutcha sont les Russes. Et que tout a été massacré par les Ukrainiens. Et en plus, ils disent qu'il faut tuer, n'est pas seulement nazis, soi-disant, il faut tuer pas d'autres qui sont alliés en Asie. Mais en fait, aujourd'hui, c'est toute la nation qui sont alliés avec les soi-disant nazis qu'ils ont imaginaires dans leur tête et ils disent que voilà, donc tout est donc possible. La contradiction est totale avec le discours là qu'on entend. Comment vous interprétez ce que dit Dimitri Peskov? C'est très compliqué d'interpréter parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien
entre ce que dit Dimitri Peskov et puis la réalité sur le terrain. Il me semble que là, nous sommes sur un discours qui est très politique, qui d'une certaine forme, il manifeste une certaine ouverture. Pour autant, il me semble qu'aucun des critères qui avaient probablement été définis par le président Poutine relatifs à cette guerre en Ukraine ne sont remplis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment comment, malgré très bien ce que dit Gilles à juste titre, je ne vois pas, c'est un fil ténu, la négociation, mais je ne vois pas ce qui permettrait aux Russes aujourd'hui de s'engager dans un processus de négociation alors qu'aucun des pas décisifs qu'ils entendaient Ils n'ont pas d'acquis et de but de guerre n'ont pas été conquis, quoi. réalisés. Bien sûr. Absolument Aucun rien. but de guerre atteint. Et ils ont un nouveau problème, et c'est pour ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle justement il y a cette légère évolution de discours. Moi, je suis d'accord sur le fond, il continue à être sur de l'ultimatum, mais sur Zelensky, en tout cas, il y a une évolution. Mais parce qu'ils ont bien compris que, grosso modo, c'était à peu près le seul qui pouvait, dans des négociations, faire un compromis avec eux. Ouais. Et faire accepter aux Ukrainiens un compromis avec eux, ce qui n'est pas simple. Parce que même pour Zelensky, aujourd'hui, honnêtement, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Parce que ce compromis n'a pas... Et c'est pour ça qu'effectivement, la question de l'Union européenne, qui était déjà, en fait, dans les négociations sur la question de la souveraineté, c'est-à-dire que dans la souveraineté, il y avait effectivement le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais puisse adhérer à l'Union européenne. Peut-être effectivement une des seules... Il y a un geste quand même de Ursula von der Leyen et Joseph Borrell qui vont se rendre à Kiev cette semaine. Ça, c'est un geste important, parce que justement, ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est une façon de créditer Zelensky d'une possibilité à moyen ou long terme d'une adhésion de l'Ukraine. C'est une reconnaissance. Il y a eu la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est allée à Kiev et qui a rencontré les responsables ukrainiens. Donc tout ça, c'est très fort. Aujourd'hui, François Hollande, dans une interview, disait « aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas aller à Kiev, ce serait interprété politiquement, mais la première visite d'un chef d'État après l'élection, ça doit être pour Kiev. » Bien sûr, mais pour dire quoi? Et c'est ce que la question qui va être posée à Ursula von der Leyen et à Joseph Borrell. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Zelensky, qui va évidemment leur poser la question, au-delà de l'aide militaire, des sanctions économiques, est-ce que vous êtes prêts à nous aider politiquement, à nous donner une perspective? Et s'ils vont répondre, écoutez, ça tombe bien, on a déjà le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine qui sont candidats, vous êtes derrière dans la liste. On voit bien que ce discours, il va être complètement inaudible dans Kiev encore encerclé. Et donc, bien sûr, ce qui est très difficile, c'est qu'il n'y a pas d'accord entre les 27, entre des pays qui sont très favorables, la Pologne, les Pays-Baltes, des pays plus réservés, la France, l'Allemagne. Et la Hongrie qui est très proche de Poutine, par exemple. Bien sûr. Il y a un front qui s'est déchiré, là, d'ailleurs, entre la Pologne et la Hongrie. Bien sûr, c'est la difficulté de l'Union européenne, c'est aussi notre force, parce que ça permet d'avoir ce dialogue-là. Mais j'ai envie de dire, si les chefs d'État ne s'en sentent pas le mandat, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de Zelensky, demandons aux citoyens. On est dans un moment qui est tellement historique, et on voit qu'il y a une telle conscience collective par rapport à ça. Je ne sais pas ce que sera la réponse, mais en tout cas, voilà. Si on peut lancer un appel. C'est intéressant, un référendum pour ou contre l'adhésion de l'Ukraine, risqué. Alors, on va écouter Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui évoque un nouveau train de sanctions, parce que effectivement, ça fait partie de nos armes, en l'occurrence. Et aujourd'hui, ce soir encore, Emmanuel Macron a évoqué aussi sur le charbon et sur les ports européens, peut-être des sanctions là-dessus. On l'écoute. Nous devons engager un cinquième paquet de sanctions avec l'horizon du Conseil des affaires étrangères du 11. Et nous travaillons ensemble, Annalena et moi-même, la France et l'Allemagne, en la définition de ce que pourrait être ce nouveau paquet, qui devra intégrer le pétrole et le charbon. Voilà, des sanctions qui devront intégrer le pétrole et le charbon. Tout ça, ça fait peur à Poutine aujourd'hui ? Ah non, mais c'est extrêmement utile. Je ne dis pas que c'est décisif, mais c'est extrêmement important. Ça marque notre solidarité avec l'Ukraine. L'Ukraine est un pays en guerre. Aujourd'hui, toute l'énergie de l'Ukraine est tournée vers la guerre. Et je pense que la démarche qui va être effectuée par les responsables européens cette semaine à Kiev est une démarche extrêmement importante, puisque ça va montrer qu'au moment où l'Ukraine est entièrement mobilisée pour survivre et faire face à cette invasion russe, à cette agression et à cette guerre d'une sauvagerie incroyable, eh bien, l'Europe est présente, l'Europe accompagne, l'Europe aide et l'Europe sanctionne l'agresseur. En même temps, le président russe menace aussi de représailles.
Et donc, voilà, ils menacent de représailles sur Gazprom, sur le gaz, sur d'autres choses, sur les produits alimentaires, sur... C'est la seule chose qui lui reste, excusez-moi de dire. Comment il menace le monde entier. Après, il dit, allez-y, soyez libres, en sachant qu'il dit tout le temps que l'Ouest, donc pour la Russie, l'Ouest, tout ça, c'est la propagande qui est l'ennemi, directement. Il le dit dans sa propagande, que l'Ouest, c'est l'ennemi de la Russie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il menace? Il menace le monde entier à travers de l'Ukraine? Mais en fait, je pense que tout le monde se pose la question de comment sortir de la dépendance énergétique par rapport à la Russie. Donc, on voit que, honnêtement, ça a l'air d'être très très compliqué pour les Allemands sur le gaz. C'est déjà pas simple pour eux sur la question du charbon, mais enfin, c'est un premier pas. La question du pétrole sera aussi derrière. Donc, en fait, on est dans le pas à pas en essayant de garder cette unité européenne. Et c'est ce qui rend les choses pas si simples. Donc, oui, c'est un pas en avant. C'est malheureusement, vu l'enjeu des morts, ça peut paraître dérisoire et peu satisfaisant, mais il faut le faire. Voilà. Alors demain, rendez-vous donc à 17h.